Bonjour, je suis Olivier et je viens de Nivelles. C'est une commune du Brabant wallon où on mange de la tartaljote. Et ça provoque une première fracture à Nivelles parce qu'il y a ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Donc c'est une fracture stomacale. Mais ce n'est pas de cette fracture qu'on parle aujourd'hui, on parle d'une fracture sociale. Et soit on est dans le système, soit on n'y est pas. Et le passage entre l'intérieur et l'extérieur est de plus en plus problématique. C'est un véritable fossé. Soit on a des revenus et tout va bien, soit on n'en a pas et tout va mal. Soit on a la santé et tout va bien, soit on ne l'a pas et tout va mal. Soit on est digitalisé et tout va bien. Si on ne l'est pas, tout va mal. Si on a un bon logement, tout va bien. Si on ne l'a pas, tout va mal. Donc il y a une très très sérieuse fracture entre le système et l'extérieur du système. Alors ma question est la suivante. Est-ce qu'à votre avis, le fait d'officialiser le troc, que ce soit le troc de biens ou de services, et le fait de protéger le concept d'argent liquide, le cash, est-ce que ça peut, d'une manière ou d'une autre, éliminer une partie de cette fracture sociale? Vous avez le micro, hein, vous pouvez... Je sens la perplexe. C'est assez perplexe. Il faut le temps... Il faut au-dessus, au-dessus. Non, non, au-dessus. Voilà. 1, 2, oui, ça marche. Vous avez tout à fait raison. Question suivante, s'il vous plaît. Non, mais blague à part, j'étais dans le Cantal il y a quelques semaines. Effectivement, la question du troc, je pense qu'il faut réhabiliter le troc. Ça, c'est un truc. Parce que en milieu rural, ça fonctionne très très bien. Je t'aide à réparer ta charpente, tu m'aides à labourer, je t'aide à faire ceci, tu m'aides à faire cela. On va bâtir un mur à 5 ou 6 et puis on viendra faire quelque chose chez toi. C'est pas une culture très très française, en tous les cas, peut-être ça marche mieux en Belgique, mais je pense que c'est une des solutions de recréer du lien aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait promouvoir. Un, ça coûte pas cher. Deux, c'est facile à faire. Et puis tout le monde en bénéficie. C'est vrai, toutes les fois que ça passe par du concret, le lien devient plus concret, pour ainsi dire. Mais moi, je dirais que ce que vous avez décrit, c'est les inclus et les exclus, en quelque sorte. Et je dirais que malheureusement, nous sommes beaucoup plus loin maintenant de cette fracture assez simple qu'en France, Jacques Chirac avait dénoncé, la fracture sociale, etc. Maintenant, il y a une fracture multipartite, c'est-à-dire qu'avec l'hyper-individualisme de chacun, des pauvres comme des riches, et avec la paranoïa sociale extrêmement généralisée, on trouve les fractures entre les anti-vax et les pro-vax, entre ceux qui pensent ceci, ceux qui pensent cela, et l'hyper-individualisme, qui est en fait une phobie sociale, va contre cette idée du troc. Alors c'est pas pour ça qu'il faut la lâcher, mais il faut savoir qu'il y a une résistance sociétale contre tout ce qui se passe entre proches. Tu as parlé tout à l'heure de la capacité d'être en lien avec ceux qui sont loin, mais justement, cette capacité à être en lien avec ceux qui sont loin, si elle est tout à fait justifiable pour les migrants, par exemple, qui communiquent avec ceux qui sont restés dans leur pays d'origine, elle est catastrophique chez nous, dans la mesure où on peut ne pas parler à quelqu'un qui est dans le train pendant 2 heures à côté de soi, qui mange un bonbon sans vous en donner, qui mange...
et qui est en relation avec Internet, avec le lointain. Donc votre proposition, je trouve qu'elle est intéressante, mais simplement, et qu'il faut la tenir, il faut peut-être résister, il faut peut-être proposer, montrer l'exemple, ne jamais lâcher, mais savoir qu'elle est complètement à contre-courant de l'hyper-individualisme contemporain qui fait que chacun se démerde par lui-même, sauf entre potes et entre très proches. Et je dirais que, évidemment, tout ce qui peut aller contre cet hyper-individualisme et cette paranoïa est bon à prendre, mais que la société telle qu'elle est actuellement, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais je ne sais pas comment on va faire pour faciliter ce que vous dites. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais ça vaut le coup de tenir, si vous voulez. Mais paranoïa et hyper individualisme, c'est le contraire, quoi. Chacun se démerde. Oui. Il y a un effet, pour faire écho à ce que dit Jean, il y a un effet paradoxal, par exemple, du complotisme, avec le Covid, par exemple, hein, bien sûr. Ça n'existe pas, c'est les Américains, etc. C'est que les complotistes se sont rassemblés et qu'il y a eu du troc inter-complotisme, comme il peut y avoir du troc intersectaire, au sens des sectes et des fonctionnements sectaires. C'est triste à dire, mais faut-il qu'il y ait des complotistes pour que les gens se rassemblent ? Peut-être qu'il devrait y avoir là aussi, comme je disais tout à l'heure, un itinéraire bis pour pouvoir troquer sans délirer. Et alors là, ça rejoint ce qu'a écrit un de vos collègues, Michel Maffezoli, sur ce qu'il a appelé il y a quelques années le néo-tribalisme. Il a parlé de l'ère des soulèvements, où les gens se réunissent entre tribus s'ils sont absolument semblables. Par exemple, s'ils sont contre le vaccin, mais s'ils sont aussi contre telle chose du gouvernement. Un néo-tribalisme qui donnera peut-être des effets dans quelques temps, mais qui pour l'instant rassemble des gens qui sont dans un miroir les uns des autres et sans idées collectives qui peuvent être défendues, par exemple politiquement. On en est là pour l'instant. Alors il peut y avoir du troc dans le néo-tribalisme, mais le problème c'est comment avoir du troc en acceptant l'altérité. Moi, dans ma propre famille, mes deux frères et moi, nous pensons radicalement différemment sur des choses qui nous auraient jamais séparés il y a 10 ans, quoi. Dans ma propre famille, et voilà, on en est là. Et je pense qu'il faut accepter de souffrir de ça pour ne pas, à son tour, se couper. Dire, bon, puisqu'ils sont comme ça, c'est des cons, et moi, je vais avec les intelligents, etc. Il faut accepter de souffrir de ce qui se passe dans cette paranoïa collective et cet hyper-individualisme pour résister malgré tout, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens super de partout, qui ont un héroïsme du quotidien, qui font des choses extraordinaires dont on ne parle jamais à la télé. Et moi, j'ai confiance en ces gens-là. Mais pour l'instant, je dirais c'est une bonne précarité invisible. Ce sont des gens qui sont dans le troc, mais ce troc est invisible. Vous voyez ? Alors, il faut tout de même le tenir. Mais... c'est chaud. Okay. Merci. On va passer à la deuxième question. Bonjour. Pardon. Je voudrais vous demander de repréciser la notion que vous avez à un moment donné évoquée de bonne et de mauvaise précarité, parce que je ne comprenais pas très bien où vous vouliez en venir. Et juste poursuivre avec ce que vous venez d'évoquer ici sur la question de l'individualisme, de l'hyper-individualisme, etc. Et votre discipline étant la psycho et tout, je me demande comment on fait pour relier efficacement la psychologie qui tend à individualiser les personnes, j'ai l'impression, et une grille de lecture plus systémique et politiser le propos pour en faire un propos systémique et pas juste qui se limite à une personne. Alors, pour moi, la psychologie, ça ne vise pas à individualiser les gens, ça vise à ce que les gens, à titre personnel, s'approprient leur histoire qui est toujours groupale. Comme un individu, ça n'existe pas, ni pour un psychanalyste, ni pour un psychologue.
Mais parce que quand on parle, on va parler du groupe qu'on a dans la tête, les papas, mamans, les grands-parents, les frères et sœurs qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu. Un psy qui viserait à augmenter l'individualisme contemporain, c'est qu'il serait lui-même dans l'individualisme contemporain avec une phobie sociale, ça serait catastrophique. Pour moi qui suis un psy depuis... Je suis en psychiatrie depuis 1968, vous voyez, en tant qu'externe. Ben de plus en plus, je me rends compte qu'en dehors du groupe, on n'existe pas. Même s'il faut exister en tant que soi et se différencier du groupe et être dans le groupe. Alors, la bonne précarité, c'est quelque chose que j'ai découvert après la mauvaise, parce que j'ai commencé à découvrir la mauvaise précarité, puis je me suis dit, merde, mais le mot précari, en latin, ça veut dire prier. Donc la bonne précarité, c'est quand on est en besoin, comme tu dis, mais un besoin depuis l'état de bébé jusqu'à l'état de vieillard et toute la vie. Moi, je suis en besoin régulièrement aussi. Eh bien, quand on est en besoin, comme l'autre existe, on a la capacité de lui demander « aide-moi ». Mais je vous donne un exemple tout bête. Un jour, j'étais à Paris, à un colloque, justement sur la question du retour des migrants. Puis un soir, j'étais seul, je voulais aller manger dans un resto. Je cherchais le resto dans une petite rue parisienne. Il y a un gamin de 10 ans qui... Vous cherchez quelque chose, monsieur ? Extraordinaire. Il voit que j'étais en besoin. Il s'adresse à moi. Il n'est pas dans l'hyper-individualisme. Il passe, c'est un vieux, moi je suis un gamin. Vous cherchez quelque chose ? Ben oui, je cherchais le restaurant. Ben monsieur, il est là-bas. Vous voyez ? Eh ben, cette interaction, pour moi, elle a été miraculeuse. Parce que c'est ça la bonne précarité. La bonne précarité, c'est personne n'existe seul. Il a dû être content de me rendre service. Et moi, j'étais content de ne pas chercher pendant encore 10 minutes un petit resto qui était caché, comme hier soir, le resto qu'on a cherché, etc. Donc, la bonne précarité, ça donne confiance en soi, parce que si les autres m'aident, c'est que je le vaux bien, comme on dit. C'est-à-dire que c'est que j'existe. Si les autres m'aident, c'est que je le vaux bien. Donc, ça renforce mon narcissisme. Et j'ai pas peur des autres, je suis pas paranoïaque. J'apprendrai qu'il y a des gens méchants, des gens pervers, des gens gentils. Je discriminerai. Mais a priori, les gens, ils sont plutôt sympas, surtout quand il y a des grandes difficultés. Et puis, j'ai une confiance dans le grand temps. Je me dis, si demain je suis dans la merde, si je perds mon boulot, il y aura toujours quelqu'un pour m'aider. Mes parents, l'assistante sociale de la mairie. Je vendrai de la drogue, même éventuellement. C'est-à-dire, mais peu importe, on n'est pas dans la moralité. Je me débrouillerai. La bonne précarité, c'est j'ai confiance dans le grand temps. La mauvaise précarité, c'est la perte de cette triple confiance, due en gros à la mondialisation par les flux d'argent, les flux anonymes, et le fait que le management, c'est pour faire des quantités de dossiers, des quantités, faire des... C'est pour ça d'ailleurs que les jeunes actuellement refusent un peu le travail, parce que pendant très longtemps, c'est les salariés qui ont été la variable d'ajustement du management et des actionnaires. Et maintenant, les jeunes, ils ont décidé, et les moins jeunes, ils ont décidé de ne plus faire de souffrance au travail, plus faire de burn-out. Et c'est les employeurs qui sont la variable d'ajustement. Et je m'engage si je veux, et je travaille si je veux, et je dis que je suis disponible tel jour et pas tel autre. C'est un mécanisme de liberté par survie aussi. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est... Donc la mauvaise précarité, c'est pas avoir confiance dans les autres, en gros. Et la bonne précarité, c'est avoir confiance dans les autres. Alors, voilà. J'en profite pour vous dire que j'ai écrit un petit bouquin que beaucoup de ceux qui me connaissent, qui s'appelle « De la précarité à l'auto-exclusion ». C'est un petit bouquin de rien du tout, qui est une conférence que j'ai faite à l'École normale supérieure de Paris en 2009, qui a eu 9 rééditions. Et la dernière, on m'a demandé de faire une nouvelle préface et une nouvelle postface pour réactualiser. Donc je vous le conseille parce que rien n'a changé malheureusement dans ce que j'ai décrit en 2009. Ça s'est plutôt aggravé. Mais justement, dans ce qui s'est aggravé, on peut dire ce qui est devenu plus visible. Par exemple, le manque de confiance dans les politiques et dans les institutions. On l'a vu avec le Covid. Je suis halluciné et terrassé dès qu'il y a un problème, par exemple, avec un problème à Bruxelles avec l'Assemblée des députés européens. Je suis catastrophé qu'il y ait eu ce truc avec cette vice-présidente et tout. Bon, c'est très mal, il faut évidemment le punir, mais qu'on en fasse une publicité, ça veut dire ils sont tous pourris, donc à quoi ça sert de voter, à quoi ça sert la démocratie, il n'y a plus de démocratie, elle est dévoyée, etc.
Et il y a une sorte de perte de confiance dans les institutions médicales, scientifiques, politiques, éducatives, qui est une catastrophe et qui renforce l'hyper-individualisme. Et justement, je pense qu'il ne faudrait pas faire de publicité à la télé sur tout ce qui détruit le collectif, qu'il faudrait parler aussi de ce que les gens font de bien. Mais il y a une revue qui a essayé de dire tout ce qui se passait de bien. Elle n'a pas été vendue. Parce que les gens sont eux-mêmes dans la paranoïa, et ce qui va bien, ça ne les intéresse pas. C'est pour ça que nous, la résistance, vous et nous, résister, c'est accepter de souffrir de ce qui se passe et continuer d'avoir un héroïsme que j'appelle ordinaire, et d'être dans la bonne précarité, avoir besoin des autres, aller vers les autres, souffrir mais pas souffrir seul. Monsieur Furtov. Partager sa souffrance, y compris professionnelle. Non, vous êtes hyper passionnant, mais il y a des questions. Et je me dis, on va peut-être prendre une troisième question, parce que le temps passe. Mais de toute façon, moi, je propose que vous êtes encore là à midi et tout l'après-midi, donc n'hésitez pas, on peut aussi continuer en dehors de la dictature. On va vous laisser manger, on vous laissera manger tous les trois d'ailleurs. Voilà, troisième question. Mais donc, ma question, c'était vos rapports avec la protection de l'enfance. C'est comme ça qu'on dit en France, je crois. Parce qu'en Belgique, quand même, la précarité et la protection de l'enfance, pardon. Voilà. Donc, la précarité et la protection de l'enfance, ça fait pas toujours très bon ménage, ou c'est souvent conflictuel ou compliqué. Et donc moi, ma pensée, elle s'est un peu arrêtée à cette maman au cœur gelé qui accouchait. Et puis je me suis dit, mais quoi alors après pour ce bébé, histoire d'éviter quand même les répétitions transgénérationnelles. Donc quoi mettre en place, comment accompagner cette femme qui est aussi devenue mère et ce bébé. Voilà, donc j'étais un peu étonnée dans vos deux discours d'entendre peu la parentalité de ces personnes précaires. Or, je pense que c'est quand même quelque chose qui nous occupe beaucoup, en tout cas moi dans mon travail de service de santé mentale comme thérapeute d'enfants et de parents. Voilà, merci. Docteur Merkel ? Une petite remarque, c'est vrai que le premier facteur de risque de la précarité et de l'exclusion, c'est la maltraitance infantile. Or, on en parlait ce matin, que sont devenus les vigilants, les sentinelles de la maltraitance infantile? Où sont les psychologues scolaires, les assistants socio-scolaires, les médecins scolaires? En France, nous avons 1000 médecins scolaires, c'est-à-dire 10 par département. Donc vous voyez un peu ce que ça peut donner. Pour la Corrèze ou le Cantal, ça tient à peu près. Pour Paris, c'est juste insuffisant. Donc on a enlevé des filtres comme ça sociaux qui permettaient de repérer les souffrances et donc de prévenir la précarisation, la précarité, l'exclusion. Mais ça, c'est une question politique, c'est même plus une question médicale. Moi je vais aller un peu à contre-courant. Là. Je connais peu directement la protection de l'enfance, un peu tout de même, mais j'ai envie de dire qu'il faut faire attention quand des parents sont en précarité, en mauvaise précarité. C'est comme quand un paysan maltraite ses animaux, c'est qu'il va mal. Quand un parent maltraite ses enfants ou qu'il n'est conduit pas au pédiatre, c'est qu'il va mal. Et en particulier, j'avais vu dans un système de médecine générale et de pédiatrie pour personnes précaires près de Grenoble, il y avait une pancarte. Si vous avez oublié le rendez-vous avec votre pédiatre pour votre enfant, vous n'aurez pas d'autre rendez-vous pendant un mois. Je dis, mais non, c'est le contraire. Les parents, les précaires, ils ne savent pas demander pour eux, ils ne savent pas demander pour leurs enfants. Donc, si un enfant n'amène pas son gamin chez le pédiatre, il faut l'appeler. Allô, vous n'avez pas eu votre rendez-vous. Écoutez, on vous donne un rendez-vous demain, vous venez absolument, etc. C'est-à-dire que dans les situations où les parents sont maltraitants ou non bien traitants, comment les aider? Mais c'est exactement pareil. Quand on a commencé l'Orsper, on avait parlé de la maltraitance conjugale, et il y avait dans une ville de France
quelque chose pour les femmes battues et quelque chose pour les hommes batteurs. Parce que c'est pas acceptable qu'une femme subisse des violences, mais un homme qui bat, c'est qu'il va mal. Donc comment on va pas tout de suite faire du délit, mais comment on va aider un homme qui bat à c'est pas normal de battre sa femme. C'est de la maladie. Non, mais je veux dire, en même temps, c'est un délit, et en même temps, c'est quand on va mal, comme un paysan qui s'occupe mal de... toutes les fois qu'il y a une violence dévoyée, c'est que celui qui la dévoie a un problème. Donc, avoir effectivement, quelquefois, la notion du délit, la notion de protection, mais comment on fait pour que les gens qui vont mal soient tout de même considérés et pas vécus comme des monstres d'emblée, d'une manière définitive, et qu'on augmente la paranoïa sociale actuellement en définissant radicalement les bons et les mauvais. C'est comme si on disait tous ceux qui sont en prison, c'est des méchants. Non, les psychologues qui sont en prison, ils rencontrent des gens humains comme vous et moi, sauf qu'ils ont fait des délits, etc. Alors, bon, je ne réponds pas à votre question, mais je dis simplement, n'en rajoutons pas à la paranoïa sociale en voyant comment on peut aider ceux qui sont en non-bientraitance, en tout cas. Alors tu dis, c'est difficile, il n'y a pas assez de psychologues, il n'y a pas assez de... Mais l'idée, c'est ça, pour moi. L'idée, c'est comment aider... Vous voyez, quelqu'un qui oublie un rendez-vous chez le pédiatre, vous avez oublié le rendez-vous, mais écoutez, vous venez demain absolument, le pédiatre n'a pas vu votre gamin depuis X temps, vous venez demain absolument. Vous voyez, et on ne dit pas vous êtes un mauvais parent parce que vous n'avez pas... Pour faire ça, il faut que quelqu'un téléphone, et donc un vigilant. Pour faire ça, il faut savoir que plus on est précaire, moins on demande quand on est... C'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance de ce que c'est qu'une société précaire. Et une société précaire, c'est une société qui est dans la perte et qui va vivre de la perte et sans pouvoir résister. Moi, par contre, je suis dans la demande. Je pense qu'il y a encore une question. On va prendre la dernière question et puis on ira se sustenter. Il y a encore une question ou pas? Il y en a deux. Allez, alors, deux rapides. Donc, Christine Vanessen de l'AMA, la Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri. D'abord, je tiens à remercier nos trois intervenants. Je pense que ils nous permettent d'avoir un paysage un constat assez intéressant de la précarité en région wallonne, ou en tout cas avec des éléments d'approche différents de ce que l'on a l'habitude d'avoir. Ça, c'est une première chose. Et donc, j'aimerais à chacun d'entre eux, si c'était possible, leur demander s'ils avaient une baguette magique. Rêvons, c'est un jour d'anniversaire, alors on peut rêver. Qu'est-ce qui pour eux, pour elles, serait un élément indispensable pour lutter contre la précarité, puisque là on a des constats, mais qu'est-ce qui ferait qu'on n'en aurait plus de cette précarité, qui ferait que peut-être demain on ne travaillerait plus dans ce secteur, et ce serait peut-être une bonne chose. Et alors la deuxième chose, puisque c'est une journée d'anniversaire, c'est un moment un peu plus revendicatif, j'en profite, je souhaite saluer tout le travail des associations de terrain qui ont porté pendant des années et qui portent encore aujourd'hui justement toutes ces personnes en fragilité, en précarité, en Wallonie et sur ces deux provinces, qui ont été à l'origine de la création de ces deux relais sociaux. On dit souvent qu'on manque de moyens, ce qui est une réalité, on en veut toujours plus. Et s'il fallait, en tout cas, vous souhaiter à vos deux relais sociaux un souhait vraiment fort et sincère, mais la ministre sera là cet après-midi, donc on pourra lui repasser le message, c'est de vous donner des moyens supplémentaires, parce que les relais sociaux intercommunaux n'en ont pas assez. Merci. Alors, je passe merci en tout cas pour le soutien et le souhait. On va se joindre au souhait aussi. Et alors, je vous passe la parole pour la réponse. Pour répondre à la question de la baguette magique, je pense que c'est un peu un passage obligé, mais c'est un petit peu un piège aussi, c'est le fait de travailler avec les catégories et les étiquettes, classer les gens en fait. Et une façon de contourner ça, et ça rejoint un petit peu la question précédente par rapport à comment travailler au niveau des enfants qui sont en situation de précarité,
Et l'idée, c'est de travailler directement avec l'enfant et pas avec le parent, notamment. et avec tous les enfants et pas que les enfants en situation de précarité. Et on pourrait penser, il faut utiliser les leviers existants. Et au niveau de la petite enfance, par exemple, c'est tout ce qui est milieu d'accueil et scolarité. Et on pourrait envisager des distributions de repas ou des soins médicaux pour tous les enfants qui fréquentent l'école et pas que ceux qui sont... dont les parents peuvent préparer un bon lunch, par exemple. Et l'idée, c'est de ne pas dire c'est l'enfant qui est en difficulté qui reçoit une boîte à tartines de l'école, mais tous les enfants reçoivent le repas à l'école. Je sais qu'il y a des réflexions qui se font autour de ça, en fait. De toute façon, c'est un travail qui se fait dans l'ensemble aussi. La famille qui est en situation de difficulté, elle doit être accompagnée à travers plusieurs niveaux, plusieurs leviers. Mais je veux dire, si on veut toucher les enfants, il faut aller directement trouver les enfants, du coup. Voilà. Pour moi, la baguette magique, c'est la camaraderie. Toutes les fois qu'on peut faciliter la camaraderie au travail, par exemple, mais d'être des camarades de travail, que la hiérarchie sache que c'est important, la camaraderie au travail, quel que soit le travail qu'on fait, comme la camaraderie à l'école, ça va contre la mauvaise précarité, comme le bon voisinage, la camaraderie, etc. À l'envers de ce que je disais tout à l'heure, si la famille et l'enfant sont complètement dans une situation catastrophique, il faut accepter que l'enfant, au fond, n'ait plus de parents qui soient de vrais parents à un moment donné. Je sais que je travaille beaucoup avec une équipe africaine au Bénin qui travaille avec les enfants dans les rues, et ils ont beaucoup de mal à accepter que les enfants dans les rues, qui sont considérés comme des enfants sorciers, comme ils sont en Afrique, ils veulent toujours ramener les enfants à leur famille, qui sont complètement, qui considèrent les enfants comme des enfants sorciers, parce qu'il y a une dilacération du lien, même en Afrique, avec l'hyper-individualisme, c'est mondial. Et je leur dis quelquefois, accepter que la vie de cet enfant, pendant un certain temps, ne passe plus par sa vie. Mais on est en Afrique, on ne peut pas accepter. Écoutez, pour l'instant, cet enfant ne peut pas aller, il faut accepter la réalité, cet enfant ne peut pas vivre avec sa famille a accepté il y a des milliers, des centaines de milliers d'enfants à la rue en Afrique et en Amérique du Sud, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose au niveau de la famille qui n'est pas moral mais anthropologique. Il faut en tirer les conséquences. À certains moments, quelque chose devient impossible aussi. Et puis peut-être qu'un jour, quelque chose se fera ou pas. Hier, on a parlé de situations où des jeunes adultes étaient coupés de leurs enfants, de leurs parents depuis tout petit, depuis longtemps, etc. Je voudrais ajouter quelque chose. Tu as dit tout à l'heure que quelqu'un qui avait eu le Covid allait mieux. Et alors moi, j'ai remarqué ça parce que, je vais le dire peut-être, entre parenthèses, j'ai fait un livre qui s'appelle « Pandémie et biopouvoir, la nouvelle précarité contemporaine ». La pandémie a révélé dans quelle société nous vivions plus que sur le virus. En fait, si les gens qui ont une phobie sociale, qui ont des pathologies psychiatriques, vont mieux pendant le confinement, c'est parce qu'ils sont comme tout le monde. Tout le monde est logé à la même enseigne. Donc quand on devient un parmi d'autres, par définition, on va mieux. Et tous les gens qui ont peur de l'autre, quand ils n'avaient pas le droit de sortir, ils me disaient on est comme tout le monde, on n'a pas le choix. Ils allaient beaucoup mieux et c'est au déconfinement qu'ils retrouvaient leurs difficultés. Ça montre d'ailleurs que le fait d'être un parmi d'autres, par exemple de savoir qu'on appartient à la famille humaine, cette notion de famille humaine, c'est vraiment d'être un parmi d'autres, c'est une notion très importante. On appartient tous à la famille humaine, schizo, paranoïde, méchant, gentil. Pour moi, c'est la dernière utopie qui me reste avec quelques autres. La famille humaine. Merci. Alors, en deux mots peut-être. En deux mots. Et puis parce qu'on a la dernière, on a encore une question. Non, d'accord. Baguette magique, la torture. C'est-à-dire la torture sociale. Nous avons les moyens de vous faire parler. Nous avons les moyens de vous faire parler de vous et de vous faire parler entre vous. Merci. Mais c'est ça la camaraderie. Et la dernière question, mais très très vite, parce que sinon vous aurez moins de temps pour manger. Je vais aller très vite, Sandrine. Donc Marie, de chez Droit Quotidien, et j'avais une question pour Madame Linchet. Vous avez parlé au tout début du projet T que vous avez mené sur le non-recours. Je voulais juste savoir si les résultats du projet T a été mis en parallèle avec les résultats
l'étude dont vous avez parlé ici, réalisée il y a 10 ans. Donc, est-ce que le non-recours est plus présent en milieu rural par rapport au milieu urbain? Enfin, est-ce que cet angle a été aussi approché par rapport au non-recours? Alors ici, le second projet, il vient d'être plus ou moins publié. Et il n'y a pas eu d'approche entre les deux études. La première, il y a 10 ans, menée pour Serra, qui est plus qualitative, et celle-ci qui est plus quantitative. Alors bien entendu, quand on fait les traitements des données, on peut voir par rapport à la taille de la commune, mais je veux dire, il y a des barrières en fait dans le recours, il y a des barrières qui ont été identifiées au niveau individuel, au niveau administratif et au niveau des politiques. Et au niveau individuel, il y avait la question de la confiance en soi. Vous parliez de méfiance aussi par rapport à la société en général et aux institutions en fait. Et ici, avec le phénomène de l'amplification du manque d'anonymes et peut-être l'augmentation du manque d'anonymat dans le milieu rural, je veux dire. Si on veut parler en termes de nombre, il y a moins de non-recours en milieu rural, puisqu'il y a moins de personnes qui sont concernées. Mais je veux dire, les barrières sont quand même présentes. Merci. Et donc, je peux juste avoir le micro de 2 minutes. Oui, je préfère celui-là parce que je suis un peu trop petite pour l'autre. Donc, merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à toutes ces questions et bien d'autres questions sont encore là et je vous propose de les partager pendant le lunch. Je vais juste clôturer en 2 mots en retenant de vos différents propos la création des mots-clés comme créer du lien, aller vers, porter la demande, accepter d'être habité par l'autre. Un individu n'existe pas. Un individu isolé n'existe pas. En dehors du groupe, on n'existe pas. Que la bonne précarité, c'est que ces personnes n'existent seules. Et alors, je conclurai vraiment en disant que nous tous, travailleurs, aujourd'hui, on travaille avec des héros du quotidien qui nous permettent de comprendre le centre, puisque, comme vous l'avez dit, quand on comprend la marge, on comprend le centre. Bon appétit!